Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Le jour de Noël, les États-Unis et leurs alliés ont conduit 17 frappes aériennes contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. En Syrie, la coalition militaire a effectué 5 frappes aériennes à l'aide d'avions d'attaque commentés à distance. Les cibles incluaient les environs d'Al-Raqqa, Manbij et Mara. En Irak, les frappes ont touché plusieurs zones contrôlées par le groupe État islamique aux abords de 5 villes, dont Ramadi, où plusieurs véhicules ont été détruits et 2 militants blessés. À Sinjar, les bombardements ont détruit 3 ponts utilisés par les terroristes. La Turquie fait l'objet d'une attaque, la pire qu'ait jamais connue le pays. Même s'il est difficile de calculer les dégâts ultimes, des milliers de personnes ont été affectées alors que la nation renforce ses précautions. Depuis début décembre, la Turquie a fait l'objet de cyberattaques et elle ne s'en est toujours pas remise. Bien que cela n'ait pas été confirmé, auparavant le collectif Anonymous avait accusé le gouvernement turc d'appuyer l'organisation État islamique et avait produit l'avertissement suivant. Cher gouvernement de la Turquie, si vous ne cessez pas de soutenir l'organisation État islamique, nous continuerons à attaquer votre Internet, vos serveurs racines de DNS, vos banques et nous fermerons vos sites gouvernementaux. La vidéo a depuis été retirée de la chaîne du groupe sur YouTube. Pendant plusieurs jours, il était difficile d'accéder à des sites Internet dont les noms de domaine finissent par TR, ce qui signifie les institutions gouvernementales, les écoles, les entreprises locales, l'armée turque et particulièrement les banques. Des milliers de clients en ligne des banques ont été affectés. Le gouvernement turc a rassuré ses concitoyens en leur disant que l'attaque était maîtrisée. Nous avons pris les précautions nécessaires pour cette attaque. En raison de ces efforts, jusqu'à présent, les effets de l'attaque ont été minimisés et neutralisés pour la plupart. Cependant, certains experts en cybersécurité pensent qu'on doit en faire davantage pour empêcher des menaces plus grandes. Il y a un besoin important de coordination entre les institutions publiques et privées. Et mis à part l'augmentation de ses capacités techniques, la Turquie a besoin d'une approche multidisciplinaire qui intègre la guerre psychologique, la sécurité des technologies de l'information, le terrorisme, les relations internationales et les luttes non orthodoxes. Jusqu'à présent, les effets ont été limités. Les citoyens n'ont pas pu faire de transactions bancaires en ligne et les banques ont subi des dommages économiques. Cependant, si comme l'a promis Anonymous, les actifs de l'armée turque et les aéroports sont visés lors de la prochaine attaque possible, cela pourrait constituer une menace à la sécurité nationale de la Turquie avec des conséquences beaucoup plus graves. Après que des tireurs et des kamikazes ont tué 130 personnes lors des attaques du 13 novembre à Paris, une controverse fait maintenant rage en France quant au plan du gouvernement français de déchoir de leur nationalité française les binationaux impliqués dans des affaires de terrorisme. Cette décision pourrait à présent avoir un impact important sur de nombreux citoyens d'Afrique de l'Ouest qui, en raison des liens de leur pays avec leurs anciens colonisateurs, ont la double nationalité. Partons au Sénégal interroger des habitants sur la nouvelle mesure. Que la France se souvienne, en 1914, lorsqu'il fallait venir en Afrique et prendre des tirailleurs sénégalais, solliciter même les tirailleurs sénégalais, que la France se souvienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions là-bas à défendre la Marianne. Je pense qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'ils ne veulent pas de ces Africains. Ici en Afrique, nous accueillons cette décision impopulaire et nous disons non à la France et nous disons non à la France et nous disons non à la Marianne. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision et je crois qu'on va les suivre et voir ce que ça, en fait sera la suite. C'est une mesure qui n'est pas du tout admissible. Dans la mesure où ce sont des gens qui sont, la plupart d'entre eux sont nés en France ou bien ce sont des enfants immigrés. Donc ils ont acquis la nationalité française. Actuellement, on ne peut pas leur interdire, on ne peut pas leur retirer cette nationalité sous prétexte qu'on est en train de combattre le terrorisme. C'est une question qui ne peut pas du tout régler le terrorisme, mais ça entraînera une radicalisation, mais aussi une rancune et une rancœur. Pour moi, la décision, c'est pas normal, c'est une fausse décision. La France, il aurait pensé avant de prendre cette décision-là parce que c'est grâce aux Africains, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens et tous les Africains, grâce à eux, que la France a été libérée. Et c'est grâce à eux que la France a été reconstruite après la guerre du monde, la guerre mondiale.
Pour moi, c'est une fausse décision. Ça va nouer les relations entre la France et l'Afrique, toute l'Afrique, sans exception. Dimanche, l'Assemblée législative suprême de Chine a adopté la première loi antiterroriste dans une dernière tentative pour combattre le terrorisme et contribuer à maintenir la sécurité mondiale. Dimanche après-midi, les législateurs ont entériné le projet de loi après leur session plénière bimensuelle du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Des 158 législateurs présents, 157 ont voté pour la loi. Une modification a été apportée, une définition plus large du terrorisme et l'introduction d'une clause qui condamne la fabrication et la diffusion d'informations concernant des incidents terroristes fabriqués de toutes pièces. Seuls les médias seront autorisés à communiquer les détails personnels des travailleurs, des otages ou les activités des autorités sur les lieux des incidents. Toutefois, pour cela, il sera nécessaire d'avoir l'autorisation des autorités qui luttent contre le terrorisme. Ce dimanche, les candidats à l'élection du prochain dirigeant taïwanais ont participé à leur premier débat télévisé. Eric Chu de Kuomintang, Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique et James Song du Parti pour le peuple ont exposé leurs vues politiques sur des sujets majeurs. Au cours des dernières années, les relations translétroites se sont constamment développées. Nous avons nettement amélioré la situation qui a évolué de l'hostilité de l'ancienne génération à l'état actuel de paix et de stabilité. Je promets de porter les relations translétroites au stade de coopération et de bénéfices mutuels. Je pense que Taïwan va étendre son rôle international si nous suivons les principes de confiance mutuelle, de respect et du consensus de 1992. J'ai participé à des négociations commerciales au niveau mondial, à la résolution des questions transdétroites complexes, ainsi qu'au renouveau de mon parti. Chaque fois, j'ai trouvé une solution au problème. Maintenant, mon équipe est prête. Les trois candidats ont également débattu de leurs politiques sociales et économiques. Chu a l'intention d'augmenter le salaire minimum et de réduire le fossé qui sépare les classes aisées des classes les plus démunies. Tsai a promis de soutenir les gens ordinaires de Taïwan. Sung, qui a prononcé son premier discours, a déclaré que son but était de rendre la croissance économique de Taïwan plus dynamique que celle de la Corée du Sud ou de Singapour. Le second tour de débat télévisé se tiendra le 2 janvier. En plus d'un nouveau dirigeant, les Taïwanais éliront également de nouveaux législateurs. Les deux scrutins auront lieu le 16 janvier. Lors de la première demi-journée du festival de pêche sur glace dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, les pêcheurs ont rapporté une prise exceptionnelle. Il est estimé que 25 kilos de poissons ont été pêchés du lac gelé dans l'un des 4 larges filets. Le premier poisson du jour pèse 17 kilos. Les pêcheurs, durant les 40 jours du festival, recherchent aussi les plus gros poissons ou le roi du poisson parce qu'il incarnerait la chance et le vendra ensuite aux enchères comme le veut la tradition. La pêche sur glace au lac Chang'an est une tradition qui remonte à peu près 1000 ans pour ces tribus et villageois pêcheurs. Ce fameux festival de pêche hivernale au lac Chang'an est actuellement en cours à Jilin, la province du Nord-Est. Notre journaliste Guan Yang nous explique comment est organisé l'accueil des milliers de touristes qui affluent dans la région tous les ans. Le gérant d'un restaurant local, Jiang Limin, a un nouvel aquarium où les poissons frais seront disposés durant les fêtes du Nouvel An. Les poissons frais sont vendus à un meilleur prix que les poissons surgelés. Le lac Chang'an bénéficie d'une notoriété grandissante. Chaque année, il attire des milliers de touristes. Les poissons sont réputés pour être tendres, gras mais non huileux. Leur goût est unique et les clients en redemandent toujours plus. Ici, on sent le changement du boom économique et maisons rénovées aux personnes qui débordent de positivité. Chaque année, de fin décembre jusqu'au festival du printemps, se déroule une pêche sur glace de grande envergure au lac Chang'an. Les cultures de pêche et de chasse sont restées vivantes au fil des siècles et ont apporté quelque chose d'unique à cette région.
Les routes ont été élargies, les villages autour du lac sont plus accessibles. Je pense que la pêche n'est pas la seule activité qui attire les visiteurs au lac Chagan, mais aussi l'histoire et la culture locale. L'hiver dernier, plus de 100 millions de yuans ont été dépensés par les touristes dans la région du lac Chagan et on s'attend à ce que ce chiffre augmente cet hiver. Une récente décision prise par les autorités américaines pour protéger les lions africains en les plaçant sur la liste des espèces en danger a soulevé un optimisme prudent de la part des défenseurs de la nature en Afrique du Sud. Dans le cadre de cette loi, les chasseurs américains ramenant chez eux leur trophée de lion auront besoin d'un permis qui ne sera délivré que si la chasse fait partie d'une stratégie de conservation servant à augmenter l'espèce dans la nature. Cette mesure qui vise à dissuader la chasse aux lions va-t-elle réussir? Le secteur sud-africain de la chasse aux lions est dans le collimateur du gouvernement américain qui a fait adopter une nouvelle législation plaçant les lions africains sur la liste des espèces en danger. Cette loi interdit l'importation de trophées de lions aux États-Unis, ce qui pourrait potentiellement étouffer le marché sud-africain de la chasse aux lions en enclos, qui voit de riches chasseurs américains payer jusqu'à 75 000 $ pour pouvoir tuer un lion. Cette décision a été saluée avec un optimisme prudent. C'est un bon geste vraiment, mais il reste à voir si cela va véritablement fonctionner. C'est une législation très large, elle protège les lions d'une région spécifique et a certaines règles. Mais elle peut être tordue, détournée, et c'est cela qui nous inquiète. On compte plus de 8 000 lions élevés en captivité dans 200 installations de chasse en enclos en Afrique du Sud, attendant le même destin funeste que Cécile le lion. Mais bien que la législation décourage efficacement les riches chasseurs américains de prendre part à des chasses locales aux lions dans des enclos, la législation sud-africaine a elle aussi également besoin d'être en adéquation afin de lutter contre ce problème. Il y a de possibles failles dans le document qui peuvent être exploitées et c'est cela qui nous inquiète, comme l'élevage des lions pour la chasse en enclos. C'est une bonne chose que cela s'arrête et les personnes compétentes et les gouvernements responsables devront agir de manière efficace. Il existe un authentique consensus autour du fait que les jours de la chasse aux lions en enclos sont comptés. Une chasse condamnée par l'opinion publique. La nouvelle législation fait partie d'un mouvement plus large pour rendre une fois pour toutes cette pratique inhumaine hors la loi. Cela fait 30 ans que l'Afrique du Sud n'a pas connu de telles sécheresses. Des conditions météorologiques arides apportées par le phénomène climatique El Niño ont causé de sévères pénuries d'eau et sérieusement affecté la production de nourriture. 5 des 9 provinces du pays ont été déclarées zones agricoles sinistrées. Une hausse du prix des aliments est attendue suite à la mauvaise récolte. La petite ville de Clan William, située dans la province du Cap-Occidental au sud-ouest de l'Afrique du Sud, est le seul endroit au monde où l'on peut trouver du rooibos. Le thé de rooibos n'est cultivé que dans la région du Cederberg. Cette zone s'étend sur 200 km du sud au nord et sur 60 d'est en ouest. Il s'agit donc d'une très petite zone de production. Tout changement climatique dans la région affectera l'intégrité de la récolte et toute l'industrie. Les plantations de thé rooibos qui génèrent 50 millions de dollars pour l'économie sud-africaine et emploient plus de 5000 personnes dans la région du Cap-Occidental survivent normalement grâce à un peu d'eau de pluie. Une plante de rooibos est très résistante. Elle a l'habitude des conditions semi-arides que l'on trouve normalement dans le Cederberg. Les précipitations sont faibles et le rooibos s'en accommode parfaitement. La plante dispose d'une racine primaire de 3 mètres de long afin de puiser son eau en profondeur. Les feuilles ont une forme d'écu et sont enrobées de cire afin d'éviter l'évaporation et la perte d'hydratation. Mais cette année, la situation est différente. La province du Cap-Occidental, où il pleut normalement en hiver, a enregistré des niveaux extrêmement bas de précipitations. Cela a entraîné l'assèchement des réserves d'eau souterraines. Tandis qu'elles atteignent en temps normal 1,5 mètre de hauteur, les plantes de rooibos de cette année mesurent à peine 1 mètre. La sécheresse affecte les plantations et la croissance des plantes. Même si elles sont résistantes, elles ne peuvent pas survivre sans eau. Je crois qu'en 2003, on avait connu une année presque aussi sèche que celle-ci. Mais cette année est particulièrement mauvaise pour les plantes car il n'a plu ni en août ni en septembre. Or, ces pluies sont vitales.
Le thé rooibos est connu pour ses effets bénéfiques pour la santé, ce qui en fait un choix populaire au-delà des frontières sud-africaines. Ce thé est exporté vers plus de 30 pays dans le monde. Mais avec une culture moins importante, ce produit pourrait devenir plus rare et donc plus cher. Les ventes sud-africaines sont environ 8 000 tonnes. Les exportations sont environ 7 000 tonnes. Il n'y a pas assez de thé pour satisfaire la demande dans son état actuel, mais les prix sont en train d'augmenter. Lorsqu'ils augmentent, la demande baisse et le marché est à nouveau équilibré. Les cultivateurs de rooibos sont convaincus qu'ils survivront à cette sécheresse, mais ils demeurent inquiets quant à l'avenir. Si ces conditions en venaient à durer après l'hiver, le temps de rémission deviendrait plus long et le thé rooibos pourrait devenir inaccessible pour de nombreuses personnes. Pour la première fois depuis 2 décennies, les habitants de la capitale somalienne Mogadiscio ont un jardin de la paix qui attire des centaines de familles chaque week-end. Au milieu du chaos et de l'insécurité que connaît la capitale somalienne depuis des années, il y a un autre aspect de cette ville que les médias ne vous montrent jamais. Bienvenue au Jardin de la Paix. C'est ici un week-end plein de joie pour ces enfants de la capitale somalienne et pour ces parents heureux, c'est un rêve devenu réalité. Des centaines de personnes viennent ici chaque week-end et ce ne sont pas seulement les habitants du coin. Des membres de la diaspora sont aussi là, certains venant d'aussi loin que l'Australie. Mes amis australiens, bienvenue à Mogadiscio. C'est très joli. C'est mon message au monde. Nous voulons transformer le récit que les gens se font de la Somalie. Nous sommes venus ici pour fêter le vendredi. Je n'ai pas d'amis ici, mais je vais m'en faire aujourd'hui. Tous ces gens sont gentils et bons aussi. Pendant maintenant plus de 2 décennies, les enfants d'ici n'avaient pas de terrain de jeu et encore moins de jardin de la paix. À présent, les habitants disent que celui-ci est un signe que la vie ici à Mogadiscio retourne à la normale. Le jardin de la paix a grandement changé la capitale. Pour la première fois en 2 décennies, les familles ont un endroit où passer le week-end. Le jardin de la paix a aussi transformé la ville en un bel endroit. Pour les jeunes de la ville, c'est un nouvel endroit où prendre des photos. Et pour ces jeunes gens, c'est l'heure du selfie et une opportunité de passer du bon temps avec les êtres chers. Les photographes aussi espèrent raconter une histoire différente. Mukhtar Mohamed est l'un d'eux qui souhaite montrer au monde que sa ville se relève. Je suis photographe. Je viens ici chaque week-end pour prendre des photos des jolis endroits de Mogadiscio et pour montrer au monde que Mogadiscio se relève et montrer en image la Somalie dont vous n'avez jamais entendu parler. L'amélioration de la sécurité constitue un développement important dans la capitale et Mukhtar espère que ces photos peuvent aider à transformer le récit que les gens se font de Mogadiscio, d'une ville fantôme et d'un État en banqueroute, à une nation paisible et une destination de tourisme possible. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur CCTV.